Ça va. Je me mets là. Tu veux pas qu'on se rapproche là, qu'on allonge un peu le truc là? Voilà. Non, ça va, c'est bon. Ça y est, il change. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être restés avec nous pour la deuxième partie de cette soirée. Donc on va maintenant discuter autour du livre Le fleuve qui voulait écrire, les auditions du Parlement de Loire, mise en récit par Camille de Toledo, un livre paru, édité conjointement par Manuela Éditions et Les Liens qui libèrent. Et puis j'en profite pour vous dire que à la fin de cette discussion, vous pourrez acheter ce livre dans le hall de la Maison de la Poésie. Alors, nous sommes en compagnie ce soir aux côtés de Camille de Toledo, de Virginie Cernat. Vous êtes archéologue, plongeuse, vous travaillez également au ministère de la Culture. Et à côté de vous, Bruno Marmiroli, vous êtes architecte paysagiste et vous dirigez la mission Val-de-Loire qui est liée au classement UNESCO du fleuve, enfin une portion du fleuve seulement. Et vous avez donc tous les deux participer à cette expérience du Parlement de Loire et à cette commission constituante pour un Parlement de la Rivière. Et donc cette commission a auditionné de nombreuses personnes, des philosophes, des juristes, des artistes, des écrivains, des historiens ou encore des scientifiques. Peut-être un mot quand même pour resituer ce projet, Camille de Toledo. À l'origine, comment ça naît cette idée du Parlement de Loire? Bon, d'abord, je vais commencer par une pensée vraiment pour les membres de la commission. Tout le monde a été assez héroïque puisque ça s'est déroulé pendant une période qu'on a tous un peu traversée parfois avec difficulté, qui est la période du confinement. Et malgré tout, on arrivait à se réunir. Donc je pense on a une pensée particulière, en tout cas, je crois, Bruno. On va les nommer. Donc oui, voilà, on va les nommer puisqu'ils ne sont pas là, mais ils sont quand même présents. Joanne Prenier, Lolita Voisin, Pascal Ferrand et Stéphane Cordobès, qui étaient les autres membres de la commission. Et donc, comment ça s'est passé ? Eh bien, en fait, je commençais par là tout à l'heure, le pôle Art et Urbanisme, qui est une agence qui met en relation des artistes, des écrivains et des logiques de territoire, des logiques urbaines, des problématiques urbaines, a engagé, avait le souhait de penser un Parlement de la Rivière, dans le sillon des travaux notamment de Bruno Latour, qui a pensé un Parlement des choses. Et en fait, il cherchait la personne ad hoc pour un peu les accompagner, les aider. Et il se trouve que j'avais travaillé sur ces questions de personnalité juridique de la nature dans un cadre d'une dramaturgie, du théâtre, dans un texte qui s'appelait Les témoins du futur. Et voilà, ça s'est combiné comme ça. Et je leur ai proposé cette forme, qui est une forme qui m'est chère. J'appelle ça les institutions potentielles. En fait, c'est utiliser les ressorts de la fiction, de la narration, pour à la fois montrer ce qui est anachronique dans nos mondes, ou ce qui dysfonctionne, ou comment les représentations qu'on en a ne coïncident plus avec un état des savoirs. Et on crée cette entité potentielle pour dire voilà comment pourraient être des institutions qui seraient mises à jour, en quelque sorte, pour mieux représenter les conditions du monde. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai proposé, sur le modèle des auditions parlementaires, en fait. On avait la commission, on était là, on auditionnait des différents types de savoirs, différents types de voix, et chaque fois en posant de manière assez obstinée cette question, faut-il donner la personnalité juridique à la Loire ? Qu'est-ce que ça ferait si elle avait la personnalité juridique ? Qu'est-ce que ça changerait à nos institutions ? Et quelle serait cette constitution à venir si elle était écrite depuis les perspectives des milieux et des écosystèmes. Voilà, brièvement dit. Comment l'une et l'autre êtes-vous arrivés dans ce projet depuis vos spécialités respectives ? Alors, pour ma part, j'étais quasiment embarquée.
Et c'est une des plus belles aventures intellectuelles que j'ai eu à mener jusqu'à présent. Donc un grand merci à tout le monde. J'ai été embarquée et en même temps j'ai embarqué, donc c'est bien. En fait, tout est arrivé en archéologue. Moi, je travaille donc sous l'eau à des profondeurs minables et dérisoires qui sont de l'ordre de 80 cm à 2 mètres sous l'eau, mais c'est sous la Loire et c'est déjà un autre monde. Et c'est cette altérité, cet écart complet en fait entre il y a de l'air, il n'y a plus d'air. Je suis hors de l'eau, je suis sous l'eau, je suis en face du courant et je mène donc avec d'autres une campagne archéologique donc, sur une épave du XVIIIe siècle, donc naufragée en Loire. Et je peux raconter le récit, ouais. Et donc, au fur et à mesure des campagnes de fouilles, en fait, l'archéologue a la particularité de détruire son propre objet de recherche. Et donc on détruit, on intervient donc sur l'érable, sur les courbes, sur l'ensemble des gournables, l'ensemble des pièces en fait de cette épave qui est vraiment un site qui s'ouvre, qui est très altéré, très abîmé. Et au cours donc d'une des plongées, donc on fait des plongées longues sous l'eau qui durent parfois 1 heure, 1 heure et quart, 2 fois par jour. Et là, sans m'y attendre, se trouve en fait sur une pièce une éponge, Spongia lacustris, qui prend toute sa place, toute sa verte place, toute sa place assez étonnante sur une pièce particulièrement importante qui est le rable 10. Vous ne le savez pas, mais c'est une pièce très importante pour comprendre en fait l'architecture de l'épave. Et là, il y a eu compétition, c'est-à-dire que je ne voulais pas déloger cette espèce protégée et j'avais besoin absolument de découvrir ce qu'il y avait sous cette pièce. Donc compétition entre 2 patrimoines, patrimoine culturel, patrimoine naturel. Et à ce moment-là, vraiment ce face-à-face, alors c'est pas la flamme verte, hein, comme ça a été montré tout à l'heure, moi c'est l'éponge verte, mais c'est la même altérité et c'est la même prise de conscience, c'est-à-dire se dire à un moment donné, qu'est-ce que j'ai le droit de faire. Donc ça a changé en fait ma façon d'intervenir, notre façon d'intervenir, et puis ça a changé un peu ma vision du monde. Et il se trouve que j'ai raconté cela avec pratiquement les mêmes mots et la même hésitation et avec la même émotion, et que ce récit-là, en fait, a participé à embarquer, parce que je racontais là une émotion hybride aussi, c'est-à-dire que je voyais bien que j'étais dans un geste professionnel de l'archéologue qui rencontrait une altérité qui m'amenait vers autre chose. Et là, d'un seul coup, je n'étais plus sur un site archéologique, j'étais sur une niche biologique. Et là, respect. Voilà. Alors, pour ma part, je ne plongeais pas à ce moment. Il m'a emmené plonger plus tardivement. Non, moi, j'étais déjà engagé dans des projets avec le Polo depuis quelques années sur des questions art-sciences. C'était des questions qui nous réunissaient. On vient tous les deux de l'histoire des techniques. On a un cursus d'histoire des techniques avec une figure tutélaire qui nous a beaucoup inspiré, qui s'appelle André Guilherme, qui a beaucoup travaillé sur la mémoire de l'eau, l'âme de l'eau, l'histoire de l'eau. Et on arrive donc, c'est Pascal Ferrand qui m'invite effectivement à mener une réflexion. Et à ce moment-là, je lisais La composition des mondes de Descola, qui parle beaucoup des droits de la nature. Et voilà, on se trouve embarqué dans ce petit groupe. Il y avait Stéphane Cordobès, Pascal, l'équipe du Polo. Et puis moi, je vaque à mes occupations de la mission Val-de-Loire, et petit à petit les choses s'agrègent vraiment de façon vraiment propre à la machine Polo, qui est une machine étrange qui fonctionne comme ça par agrégat un peu éclectique. Virginie est embarquée, etc. Et naît l'idée effectivement
de trouver un maître de cérémonie, quoi, un DJ, un bio-DJ qui nous aurait emmenés comme ça, parce qu'au finalement on était assez désordonnés, on n'était pas déjà naturellement peu ordonnés, mais là on était en plus obsédés par nos propres courants professionnels ou nos obsessions, soit des scoliens. On avait 2 courants, les latouriens et les descoliens. Voilà, donc. Mais qui se parlent quand même. Qui se parlent, oui. Mais au niveau local, qu'est-ce que l'apparition de ce projet a produit? Est-ce que ça a permis de créer un collectif? Alors, c'est à moi de... non, on avait préparé la question quand même, mais... c'est ce qui nous semble, enfin rétrospectivement, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant, on a le sentiment qu'effectivement il y a un collectif qui existe, qui était tout à fait désorganisé au départ, qui était même plutôt circonspect, qui était parfois un peu vindicatif. On a eu des séances d'audition avec des gens qui venaient s'opposer, qui venaient faire des contre-propositions. On a eu ce qu'animait Virginie, qui s'appelait le journal des conflits, pour essayer de rendre compte de cette pluralité de voix et cette dissonance potentielle. Et progressivement, à mesure que les auditions ont tenu bon, ont traversé la crise sanitaire, ont permis finalement d'atterrir à travers à la fois le livre, mais aussi les assemblées, qui est cet événement qui a eu lieu à Tours mi-septembre, on a vu émerger ce que d'aucuns nommeraient une forme de peuple de Loire, mais on va prendre beaucoup de précautions pour le nommer comme ça. Mais ça fait référence à ce que nous avait dit Bruno Latour dès la première audition. Hein. Si vous voulez, si Loire est effectivement une figure tutélaire à laquelle vous vous référez, où est votre peuple? Où est le peuple de Loire? Et là, on a eu le vague sentiment, mi-septembre, je ne sais pas ce que tu en penses, Camille, mais qu'un peuple de Loire pouvait éventuellement commencer à émerger. En tout cas, on avait l'intuition d'une forme de lien de parenté. Voilà, d'une grande trame. Alors ça, c'est plutôt au niveau des au niveau des communautés humaines, et après, éventuellement, on pourra parler de ce que ça a fait au niveau des institutions, et éventuellement même du champ politique, qui a été un peu bouleversé quand même par cette trajectoire. J'avais juste un petit point à ajouter. Je pensais en se posant la question du peuple, c'était de savoir s'il allait faire sécession avec la République. Mais non, il y avait une question aussi qui nous était posée par les gens du village de Loire, qui venaient dans les auditions en disant mais tout ça, ça va pas, votre approche, parce que en fait, vous posez la loi avant de poser la société, en fait. Ce qui rejoint en fait cette question. Et c'est une question ardue et âpre, en fait, à laquelle moi j'ai eu le temps de me confronter, et j'y réponds en disant, en fait, c'est pas mal d'avoir les deux. C'est pas mal d'avoir un point à l'horizon en disant, est-ce que nous souhaitons aller vers là? Et ensuite, voilà. Et ça, c'est, disons, voilà, certaines références. Une fois qu'il y avait, à la fin du 19e, une fois qu'il y avait la dialectique historique et le matérialisme historique et le point où arriver, alors je ne dis pas que c'est à reproduire, mais je dis juste que c'est bien d'avoir la loi à venir, ou d'avoir en tout cas la dynamique vers une loi à venir. Et donc voilà, c'était des discussions qui ont été assez âpres parfois, et c'est vrai, dont on rendait compte dans le journal des conflits, parce qu'il y avait une autre approche qui était, mais non, il faut des comités il faut des petits peuples des différents affluents, il faut déjà réunir les territoires ligériens avec plein de lois différentes. Enfin, je pense que Bruno et Virginie en parleront. Donc il y avait cette question, la loi d'abord, ou la société ou la loi, et voilà. Mais ce sont des choses qui me passionnent moi par ailleurs. Ça. Et donc du point de vue politique? Alors, sur la question institutionnelle, ne serait-ce que nos propres institutions, on pourra revenir dessus, nous on ne s'est pas engagé avec un dynamisme fou. On était convaincus à titre personnel, parce que l'aventure, comme disait Virginie, était une aventure intellectuelle hors norme, mais de là engager nos institutions, voilà, il restait du chemin à parcourir. On y est allé pas à pas, et on voit maintenant qu'on est un peu rattrapé, et vraiment le sillon est tracé. Donc il y a eu cette évolution-là, on ne travaille plus de la même façon. On peut, quelques exemples, enfin, nous qui travaillons plutôt à la question patrimoniale, on va imaginer ce que ça véhicule comme idéologie ou comme puissance, on l'envisage tout à fait différemment. On a cette lutte, je prends juste un petit exemple, qui est la question du traitement de la ripisylve versus l'ouverture de vues un peu historiques sur les objets emblématiques du patrimoine du Val-de-Loire. Sauf que la ripisylve, quand vous la coupez, c'est un réservoir extraordinaire de biodiversité.
il y a 10 ans, on ne se posait pas la question, elle était coupée parce qu'il fallait réouvrir ces vues historiques, mais qui n'ont d'historique que les visions culturelles du moment. Maintenant, on réfléchit complètement différemment, et ce changement de perspective ouvre bien d'autres, finalement, façons de penser ce territoire, de s'y projeter, de faire paysage. Et même la question même qui nous obsède, nous, c'est en gros la définition des paysages culturels, se pose tout à fait différemment de celle qu'on pouvait, nous, poser sur la table il y a 2 ans ou 3 ans. Pardon. Ce qui a été pratique, c'est Camille, en fait. C'était très pratique, en fait, d'avoir Camille de Toledo, parce que d'un seul coup, on se posait, on disait ah non, mais on travaille avec un écrivain, donc tout était possible, et c'est la notion de fiction, en fait, qui fonctionnait très bien. Et donc embarquez Camille pour vos luttes à venir, parce que franchement, là, on a d'un seul coup. Moi, j'avais pas la boîte à outils conceptuelle au sein du ministère de la Culture pour avancer également sur revendiquer donc la personnalité juridique pour un fleuve. Moi, je travaille sur les territoires de l'eau depuis 25 ans à peu près, et là, le basculement qu'il fallait faire, au début, je le disais à personne. Voilà, donc vraiment. Et puis je disais non, mais je travaille, donc c'est une fiction, donc voilà. Et puis au fur et à mesure, en fait, avec les assemblées de Loire, et puis bon, on va y venir quand même. Il y a ça, il y a le livre. Et le livre, c'est un objet culturel. Coup de bol. Donc ça, c'est bien. Donc ça signifie qu'effectivement, à partir de ça et à partir de ce qui est là, de ce qui est raconté là et qui est vrai, puisqu'on a vraiment mené des auditions, hein, c'est vrai, hein, c'est pas fictionnel, hein, pour le coup. Et donc là, à partir de ce moment-là, avec cet objet culturel, là, ça y est, je peux rentrer un peu mieux donc au sein du ministère tous les matins en disant, écoutez, oui, j'ai travaillé sur ce sujet-là. Et les choses sont en train de changer. Alors, il aura fallu 2 ans, en fait, il aura fallu beaucoup plus de temps. Voilà, donc cet embarquement, en fait, par le langage poétique, a été décisif. Et avec le langage poétique, on embarque, on emmène, et maintenant, on légifère. Donc, c'est quand même pas mal. Mais avant de parler de cette question de la personnalité juridique et du sujet de droit, comment on passe de objet à sujet? Enfin, comment on passe de la Loire à Loire? Déjà, c'est un basculement. Je ne sais pas qui veut répondre à ça. Non, oui, c'est un basculement. En fait, on s'aperçoit très vite qu'on manque d'outils descriptifs, qu'on a absolument besoin d'acquérir de nouveaux outils descriptifs, et qu'on est nous-mêmes, alors que c'est quand même un peu, enfin, on y passe du temps et on a le sentiment d'avoir un peu avancé. On est très démunis, on est très loin du compte, en fait. Et donc, il va falloir agréger, augmenter effectivement la question des dialogues, la question de finalement des personnes humaines ou non humaines qui sont en capacité finalement de nourrir l'appareil descriptif. Et c'est à la condition expresse finalement de cette entente-là, de cette envie effectivement de cohabiter, et donc de se doter des outils pour comprendre l'autre, qu'on peut faire un pas vers l'autre. Nous, on est assez convaincus maintenant qu'on est très loin du compte, mais Bruno Latour le disait dès le début, hein, nous n'avons pas d'autre choix que de continuer de creuser finalement la compréhension de ce territoire-là, et à une échelle qui n'est absolument pas l'échelle administrative, technique, etc., mais qui est une échelle des milieux. Voilà. Donc ces outils descriptifs, ils s'incarnent avec plein de modes d'expression, du scientifique à l'artistique, et c'est tout ça qui nous manquait, en fait. Cette chaîne-là nous fait défaut, elle est en train de naître, en fait. Alors, c'est vrai que le basculement, enfin, l'ablation, en fait, de l'article, c'est-à-dire le moment où on a parlé longtemps de la Loire, et puis, je ne sais plus quand, on a dit Loire, a été un basculement, il me semble, conceptuel très important. Alors, tu as parlé de cette description, en fait, du fleuve. Alors, on a eu effectivement des gens qui sont venus décrire. Moi, je suis aussi, en tant qu'archéologue, dans ce monde de la description quasiment obsessionnelle
de chaque élément des sites archéologiques qui sont mis au jour. Et cette description participe en fait d'une connaissance scientifique. Il y a la même description pour le sable, il y a la même description pour les poissons. Et de l'ensemble en fait de ces descriptions, on est arrivé, et pas encore, il faut encore continuer ce grand savoir et cette grande description. Et finalement, cette densité en fait de mots a fait qu'on a enlevé l'article. On est arrivé à une simplicité. Et maintenant, on dit Loire facilement. Et puis je peux prolonger un tout petit peu. Moi j'ai eu un baptême par Virginie, puisqu'en fait le premier acte de la commission, ça a été d'aller s'immerger dans cette grande personne. Une activité qu'on appelle couramment baignade, mais qui a pris une dimension un peu rituelle. Et qui est interdite en Loire, il faut le préciser. Et par ailleurs, c'est ça, en plus c'était une transgression. Non, mais ça me permet, la question sur comment on passe des objets au sujet, ça me permet juste de dire un mot, et vraiment encore une fois, un grand merci aussi à Virginie d'avoir eu l'idée d'inviter Jacques Leroy et Jean-Pierre Marguenot, qui sont en fait, donc j'invite en fait à celles et ceux qui sont là à vraiment découvrir le livre, mais à vous sentir dans une totale liberté par rapport à l'ordre dans lequel le lire, parce qu'en fait c'est très arborescent, et notamment je me dis c'est quand même un bon point de départ aussi, l'audition de Leroy et Marguenot, notamment sur cette question. Et là, très rapidement, ils mènent une démonstration, ça vous prend vraiment 3/4 d'heure, pour en fait affirmer qu'en droit français, on peut aller très vite. Qu'en fait, cette bascule des objets au sujet pourrait aller très vite. Qu'on a tous les outils en droit pour le faire en droit français. Et donc que Loire pourrait, soit par un juge audacieux, soit plus improbablement, il faut bien le dire, par la représentation nationale. Ça, c'est vrai, puisque l'imaginaire n'est pas forcément de leur côté, que ça pourrait aller très très vite. Et là, l'argumentation qui mène pour le juge, c'est très vite, c'est tac tac tac. C'est nous avons la loi sur le préjudice écologique qui reconnaît la valeur intrinsèque des écosystèmes. Donc ça veut dire qu'on leur reconnaît déjà des droits de fait. En fait, on ne rembourse plus quand on a un dommage en pollution, on ne rembourse plus seulement le dommage aux intérêts humains, on doit rembourser également le dommage aux intérêts des non-humains. Donc vous voyez, il y a déjà en fait dans la loi sur le préjudice écologique. Après ils disent deuxièmement, en fait en droit français, la jurisprudence a dit que la personnalité juridique pouvait être donnée par un juge. C'est un arrêt de 1954. Sarah Van Uxem, ici présente, le connaît très bien. Tous les étudiants en droit le connaissent très bien. Saint-Chamond, je crois, 1954, où on dit, en bref, les comités d'établissement, le juge peut donner la personnalité juridique. Donc, voilà, à partir du moment où il y a une entité définie, un périmètre, une représentation et un troisième terme. Donc, ça, ils le disent. Et après, la troisième chose, ça, c'est une petite ironie de leur part, c'est dans les îles Loyauté, le code des îles Loyauté, qui est donc dans le territoire de la République, dans le droit français, en rapport à la société kanak, donc société coloniale, peut-être un jour post-coloniale, mais en tout cas coloniale, il existe un article qui donne la possibilité à la société kanak de reconnaître la personnalité juridique à des entités qui ont une valeur particulière, que ce soit spirituelle ou autre pour eux. Et donc on pourrait aussi rapatrier à la métropole, comme on dit pour les tom-tom, cette idée. Donc en fait, ça c'est vraiment la joie enfin moi c'est une vraie joie de voir à quel point le droit peut s'écrire, se réécrire, et ce jeu d'écriture, et combien c'est entre nos mains. C'est pour ça que je vous invite vraiment à distribuer le livre, parce qu'on va avoir besoin de porteurs de valises. Mais ils disent aussi dans cette même audition, en effet, on a les outils dans le droit français, mais attention peut-être à ne pas essayer d'importer en France des choses qui existeraient dans les pays de tradition de common law. Attention, c'est pas la même chose. C'est vrai, ils disent ça. Oui. Mais il y a une autre, justement, c'est là où c'est vraiment un livre assemblé ou polyphonique, et je vais très vite, parce que je voulais surtout que Virginie et Bruno parlent, c'est que Valérie Cabanès a, elle, au contraire, une optique complètement comparatiste, en disant regardez les jurisprudences et les lois qui viennent de Nouvelle-Zélande, regardez celles qui viennent du Canada, regardez ce qui se passe aux États-Unis. En fait, l'Europe va être en quelque sorte la dernière concernée, ce qui est assez fréquent, puisque déjà la Nouvelle-Zélande avait reconnu des droits politiques aux femmes à la fin du 19e siècle, et il a fallu 50 ans à la France pour le reconnaître. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait un même délai, mais ce serait assez joyeux qu'on n'attende pas aussi longtemps. Voilà.
Vous parliez tout à l'heure, Virginie Cernat, de la manière dont on peut décrire cette Loire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment le naturel et l'humain sont complètement imbriqués. Si on prend par exemple cet objet qui est l'épave auquel vous vous êtes intéressé, si on regarde de près cette épave, qui a été recouverte par des plantes, enfin par beaucoup de choses, il est très difficile maintenant de voir ce qui est de l'ordre du culturel et de l'ordre du naturel. C'est une nature qui est très anthropisée au fond. Alors, effectivement, donc, sur l'épave de Langeais, en fait, nous, on l'a traité vraiment comme l'épave d'un grand chaland de Loire de 24 mètres de long, donc naufragé en 1795. Jusqu'au moment, effectivement, où on allait faire le prélèvement, puisqu'on intervient quand même de façon avec des gestes techniques bien particuliers sous l'eau, jusqu'au moment où on allait prélever l'ensemble en fait des boulets qui constituaient la cargaison militaire en fait de ce grand chaland. Eh bien, il y avait de grands cladophores, donc ce sont des grandes algues qui formaient chevelure sur l'ensemble des boulets. Donc c'était magique ça. Puis, donc je vous rappelle donc les boulets, l'éponge sur le rable 1, et puis ensuite on avait toujours qui nous accompagnait les goujons, nous accompagnait aussi un petit silure qui venait. On avait ce sable aussi continuel qui venait en fait puisqu'on fait des campagnes de fouilles donc chaque année, et la Loire donc avec l'ensemble de son sable en fait venait recouvrir après chacune de nos campagnes de fouilles le site archéologique. Donc de l'ensemble de ces contraintes, puisqu'on était liés à la loi sur l'eau, nous étions dans un site Natura 2000, donc on pourrait prendre ça comme des contraintes. En fait, on en a fait un jeu. On s'est dit, on va jouer avec l'ensemble, autant que faire se peut, avec l'ensemble de ces contraintes. Et on va tout assumer. Et on a fait, je pense, le chantier de fouille le plus développement durable à l'heure actuelle, puisqu'on n'avions pas le droit de moteur, pas le droit de motopompe, on avait à peine le droit de palmer, et que nous étions dans un respect total de l'ensemble des entités qu'enfin nous regardions. Qu'enfin je pouvais nommer cladophore, je pouvais nommer silure, voilà. Et donc, du coup, Loire est entrée dans l'équipe de fouille. C'est-à-dire qu'on l'a fait travailler, et elle a bien travaillé. Elle a travaillé parce qu'elle a découvert, elle a recouvert le site, elle nous en a montré d'autres parties. Et de ce travail-là, en fait, c'est devenu une collègue de travail, alors une ou un, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, là, il y avait d'un seul coup une présence dans la masse d'eau. La masse d'eau de Loire a été vraiment un élément très important pour la campagne archéologique. Et je ne saurais plus faire autrement maintenant. Je travaille en Garonne, voilà, je travaille dans la Saône, je travaille dans la Somme, dans la Canche. Maintenant, je fais avec cette masse d'eau. Alors qu'auparavant, je rentrais dedans, c'est tout. Là, maintenant, je fais avec. Enfin, c'est difficile à expliquer, mais je fais avec elle. Voilà, je fais avec ça. Et ce ne sera plus jamais pareil. J'avais un petit exemple, peut-être pas pour compléter, mais simplement pour aller sur d'autres pistes moins sous-marines. Il y a la question de l'imbrication qui est systématique. On ne parle plus du tout maintenant, on ne distingue plus. On a un agrégat d'entrelacs, d'enchevêtrement, dont il est bien difficile, comme disait Virginie, de distinguer ce qui relèverait de l'un ou de l'autre des champs. Il y a une petite île vers Orléans qui s'appelle l'île de Marot, qui a un biotope, un écosystème très particulier qui capte en fait les pollens de peuplier, donc la tête de l'île, donc cette partie de grève de sable.
Ce qu'il faut savoir aussi, et ça nous reconnecte à un système beaucoup plus global, c'est quand vous prenez une poignée de sable des berges de Loire, vous avez dans vos mains des phonolites, des roches volcaniques du Massif central, vous avez des quartz, des morceaux de schiste, vous êtes connecté à une géologie plurimillénaire qui rend assez modeste et qui rend compte aussi de l'espèce de dimension du gigantisme et de hors proportion, et là où l'humain est finalement totalement écrasé par cette échelle-là. Mais je reviens à l'île de Marot. Donc ces petits morceaux de peuplier poussent sur la tête de l'île, et or ça constitue des peignes à sédiments, et pour que le fleuve fonctionne, le fleuve, son codage ADN, c'est de charrier des sédiments de l'amont vers l'aval. Donc ce sont les castors qui rentrent en jeu et qui viennent manger les petits pousses de peuplier, et qui de fait libèrent les sédiments, et le cycle écosystémique de l'île, et donc la sédimentologie périphérique fonctionne grâce à la présence finalement à une sorte d'accord entre la faune, la flore et la géologie, c'est-à-dire la sédimentologie périphérique. Et donc ça c'était un point. On pourrait se demander où est l'humain dans cette histoire-là. En fait, il est omniprésent, parce que les actions d'anthropisation du fleuve qui ont été menées, les spécialistes disent qu'il faut 5 siècles pour obtenir finalement la réponse du milieu. C'est-à-dire qu'au moment où vous élevez une digue, au moment où vous élevez un barrage sur la Loire, la réponse du biotope, c'est 5 siècles après. Donc vous imaginez, et donc on en arrive très vite à être totalement tétanisé à l'idée de produire des objets techniques qui s'imposeraient et qui seraient effectivement à cette démesure-là. Parce que maintenant on les connaît, les chiffres. C'est-à-dire que quand on faisait une levée de la Loire sous Henri II Plantagenet, au XIIe, on connaissait moins le milieu, on connaissait moins l'interaction avec le milieu et la réponse du milieu. Maintenant, ces chiffres, on les connaît, ces dynamiques paysagères ou ces dynamiques écologiques, on les connaît bien. Donc quand vous faites un pont sur la Loire, vous savez que vous altérez un milieu qui est bien plus grand que la simple emprise du pont. Vous détruisez finalement un global, un total dans lequel finalement vous n'êtes pas grand-chose. Et c'est cette omniconscience-là qu'il faudrait qu'on prenne, enfin qu'on soigne, qu'on continue de décrire, qu'on continue aussi de dénoncer, et c'est encore une marche à franchir dans cette vaste finalement, dans cette trajectoire qui suivra le travail des auditions. Mais je peux prolonger sur qu'est-ce qui est de l'ordre de la main humaine, qu'est-ce qui est de l'ordre de la nature. C'est vrai que plein de fois on a fait l'expérience. Là, on est face à quoi? De la nature? Non, entièrement anthropisé. Donc c'est un petit point que je soulève avec toutes les questions qu'on soulevait dans la première partie. C'est si on institue une personnalité juridique de Loire, qu'est-ce qu'on institue en fait? Est-ce qu'on n'institue pas de la pure nature? Enfin, une certaine idée du fleuve qui veut couler. Vous avez entendu dans les droits de la rivière, une rivière, qu'est-ce que ça veut? Ça veut couler. Donc, et en fait, une des questions, disons vraiment collectives qu'on a à se poser sur ces lois à venir ou ces jurisprudences à venir, c'est en fait, est-ce que c'est souhaitable dans une balance des pouvoirs reconfigurée qu'il y ait des humains qui passent de l'autre côté de la frontière et s'expriment en termes de pure nature? C'est-à-dire dans un champ social, en disant nous on veut couler. Oui, mais nous, on a besoin de barrages. Oui, mais nous, on veut couler. Nous, on veut se désentraver, en fait. Nous, enfin, je suis la rivière et la rivière est moi, c'est la phrase des Wanganawi. S'il y a quelqu'un qui peut dire « je suis la rivière », il doit dire « je veux couler ». Et donc, dans un prétoire, il va être celui qui dit « écoutez, très bien, vous voulez vos barrages, moi, je veux couler. Et je veux couler au nom des poissons migrateurs, je veux couler au nom du cycle de l'eau, je veux couler, etc. etc. » Ou alors, il va dire également, dans un prétoire, dans un tribunal, je ne veux pas des bassines. Et les agriculteurs vont dire, moi je veux des bassines parce qu'il y a la sécheresse. Il dit, oui, mais moi mes nappes phréatiques ne veulent pas de bassines. Et en fait, si bien qu'effectivement, ça tend vers le juge. Mais c'est là où moi je suis favorable d'une certaine façon. Enfin, je m'exprime avec plein de questions, mais très favorable à ce tournant légal. D'abord parce qu'en fait, ça va changer notre rapport. Enfin, je crois que Virginie et Bruno en témoignent. En fait, ça change quand on se baigne dans une personne. C'est pas la même chose quand on se baigne dans une chose. Non, mais c'est un truc, parce que quand on se baigne dans une personne, on est rappelé à une dimension un peu amniotique de la vie terrestre, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans la nature, on n'est pas à côté. Voilà. Donc ça, c'est important. Mais par ailleurs, le jeu de rôle conflictuel que ça propose, on y a toutes et tous intérêt, puisqu'on voit qu'il faut arriver à produire une entité qui dit non, quitte à ce que la solution juridique ou du juge
soit social-démocrate, si vous voyez ce que je veux dire. On va attendre un peu avant de démonter tous les barrages, parce que quand même on en a besoin. Mais qu'il y ait une entité qui pousse en disant « moi j'ai intérêt à ce que ces barrages soient démontés », c'est intéressant dans l'espace institutionnel. Et enfin voilà, je ne vais pas vous en convaincre, vous aurez, vous y penserez en pensant. Cette idée de faire de Loire un sujet de droit, c'est bien plus vaste qu'une démarche de seule protection. Pour qu'on comprenne bien. Oui, une protection, ce serait une réserve naturelle, une réserve biosphère. Là, de toute façon, on a déjà des outils dans le droit pour protéger le patrimoine, pour protéger les sites, les paysages, etc. Donc c'est pas, on n'est pas du tout là-dessus. C'est un territoire qui est déjà assez déjà protégé. Abondamment, en tout cas pour la Loire moyenne, qui est tout à fait protégée, oui, bien sûr. Mais pour continuer sur cette idée des relations entre l'humain et le milieu, Bruno Marmirolier, en fait, il y a 3 modes de relations. Et la relation la meilleure, du point de vue des milieux, serait la commensalité. Est-ce que vous pouvez expliquer ce dont il s'agit ? C'est d'un principe d'écologie, c'est effectivement que les deux, que ce soit profitable aux deux. Mais ça, voilà, c'est vraiment le principe de base. On voit qu'on en est très très loin, puisqu'on a une attitude tout à fait prédatrice. Donc ça n'est pas profitable du tout. Et à terme, ça n'est même pas profitable à l'humain. C'est un peu sidérant, mais donc voilà, c'est rééquilibrer cette relation, mais ça passe évidemment par un changement profond de posture et encore une fois des outils d'écoute, de compréhension, d'entente mutuelle pour coexister, cohabiter et de fait s'aider mutuellement à aller mieux. C'est vraiment ça, hein, l'intention du commensalisme. Camille, tu parlais tout à l'heure de la manière dont on pourrait rémunérer le travail terrestre. Alors ça me permet de dire un mot sur effectivement une question qui a été souvent posée. En fait, on y revenait souvent face à celles et ceux qui venaient faire une déposition, enfin que nous auditionnions. Et en disant, mais alors donc, je vais très vite, hein. S'il y a une personnalité juridique, donc il y a un patrimoine. S'il y a un patrimoine, quel est-il et qu'est-ce qu'il peut engranger? Et si donc en justice on obtient des dommages et intérêts, est-ce que c'est la personne noire qui va les dommages et intérêts ou est-ce que c'est, comme c'est le cas pour l'instant, des associations qui se voient reverser différentes? Mais alors si on va jusqu'à la question des dommages et intérêts qui est versée au sujet de droit Loire ou tout autre, se pose la question également du revenu, c'est-à-dire est-ce que demain Loire peut aller en justice pour dire moi je veux des revenus sur le travail que je fais pour EDF en fait, parce que en fait je travaille et en fait on pourrait réfléchir, disons même à l'échelle de 2 siècles d'industrialisation en disant mais en fait les terres du désert qui ont été prélevées pour pomper le pétrole, elle pourrait dire, si elle devenait sujet de droit, elle pouvait dire les Bédouins wahhabites d'Arabie Saoudite, en fait, c'est pas pour eux et pour construire des hôtels partout. Et c'est pour nous la terre. C'est-à-dire que le travail de la roche-mère, le travail des sous-sols qui ont produit en fait cette substance qu'on appelle pétrole, on pourrait très très bien estimer qu'en fait il y a une partie des revenus qui ont été raptés et confisqués. Donc en fait, si on va spéculativement au bout, la logique est assez stimulante parce que à terme on a des entités de la nature. Alors certes, elles sont découpées, comme on l'a vu, elles ne sont pas unies, c'est pas tout la Terre, etc. Mais on a des entités qui, tout d'un coup, ont une puissance économique assez importante. Si bien que ça veut dire qu'on a de plus en plus de gens qui travaillent pour des intérêts terrestres et pas pour des intérêts, disons, non terrestres ou qui mettent en danger l'habitabilité terrestre. Mais comme je le dis, c'est une question qui fait peur. D'abord parce que souvent, les personnes réagissent en pensant que c'est du service écosystémique et que c'est le capitalisme vert et que c'est la croissance verte. Et là, je le dis en fait sans avoir le temps de le développer, mais c'est que la logique du droit et la logique du marché sont très opposées. À mes yeux, et en dernière analyse, mais c'est ce qu'on va essayer de pousser, c'est que s'il y a une personnalité juridique naturelle et qu'elle touche des revenus, c'est dans les statuts non-profit de la personnalité juridique. Alors que les services écosystémiques, à la fin, c'est un destinataire humain. C'est-à-dire c'est l'apiculteur qui loue ses abeilles. Mais en fait, logiquement, dans une logique économique, normalement, le travail, il est des abeilles. C'est les abeilles qui devraient toucher, si on était logique.
On pourrait dire, bon, le gars qui loue ses abeilles, il a le transport, il entretient ses ruches, donc il peut facturer un peu. On ne va pas lui prendre tout. Mais le travail des abeilles... Non, mais c'est des questions qui vont vraiment nous occuper, qui, moi, me passionnent, parce que ça, c'est très différent. C'est-à-dire que là, le destinataire, il est humain. Dans le cas de Loire, ce serait intéressant d'avoir une sorte de procès fictif où la Loire demande, en fait, un revenu à EDF et aux barrages hydroélectriques. Et voilà. Et après, de penser qu'est-ce qu'elle fait avec ces revenus. Qu'est-ce qu'elle a le droit de faire. Réparer, notamment restaurer, aider des agriculteurs à la transition. Tout ça. Est-ce que vous voulez réagir sur cette question? On peut réagir. Non, on était en train de rigoler en se disant que la Loire commencera par promouvoir les fouilles archéologiques de Virginie. Alors tout ça est très très stimulant. Mais il faut aller vite parce que en fait, tous les gens des services écosystémiques vont beaucoup plus vite que l'imaginaire collectif et politique en fait. C'est-à-dire que là, en fait, tout est en train de s'organiser pour que on donne un coup et qu'on intègre les éléments de la nature dans le marché, mais pour des destinataires qui sont des intérêts humains. Et c'est pour ça qu'il y a ce surgissement, ces sujets émergents. C'est pour ça que c'est intéressant de penser ces tiers absents qui surgiraient dans le système légal, parce que tout d'un coup, il y a une partie de la valeur qui est raptée toujours par notre espèce assez prédatrice, et dans cette espèce quelques-uns, et dans ces quelques-uns encore quelques-uns, et dans ces quelques-uns encore quelques-uns. Et donc c'est intéressant de penser le chemin inverse, sachant qu'on a pour l'instant eu du mal à mettre à bas l'ensemble. C'est-à-dire que, comme je disais, on a du mal à mettre fin à la fiction de l'argent. Donc c'est pas mal de penser le transfert des revenus vers des intérêts terrestres qui défendraient du temps long. Alors, vous voyez, là, c'est exactement, on a l'exemple de tout ce qui s'est passé pendant les assemblées. C'est-à-dire qu'on a une trame, normalement, qui nous avait été donnée, et puis Camille avance super vite, il nous emmène très très loin, et nous, pendant toutes les assemblées, on a essayé de travailler, de continuer. Alors, juste pour revenir un petit peu, on n'en a pas trop parlé des auditions. C'est vrai que le livre les retrace très bien, et on peut lire audition 1 ou audition 4, peu importe, mais c'est vrai que la fabrique du livre, en fait, raconte aussi très bien la construction de cette aventure collective que nous avons menée ensemble. C'est-à-dire que les auditions étaient très travaillées. Les auditionnés, il fallait aller les chercher, il fallait les séduire aussi. Tout le monde n'a pas voulu venir aux auditions. Au début, tout le monde était un peu « qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Donc, et puis après, c'est un petit peu le contraire. Donc, c'est très intéressant, cette séduction aussi par le langage. Venez à nous. Et ensuite, voilà, donc le livre raconte bien les auditions, et ce qui a été aussi très intéressant, c'est de voir l'adhésion dès la première audition. Bon, c'était sans doute parce qu'il y avait Bruno Latour, non, mais bon, peu importe. Donc la première audition, les gens attendaient, et honnêtement, on a été vraiment très, très étonnés de l'écoute, du sérieux. Il y avait interdiction de parler et de poser des questions pendant les auditions. C'était, bon. Donc voilà, donc les gens étaient quand même là, ils prenaient des notes, c'était des écoliers. Et en fait, tout le monde a joué le jeu. Et jusqu'à la 4e audition, l'écoute était de plus en plus studieuse. Ça a été aussi, voilà, on ne le dit pas assez, mais ça a été aussi un grand moment de travail. On a beaucoup travaillé, vraiment. Pour parfois, avec des inquiétudes, avec beaucoup de doutes, finalement, je trouve peu de désaccords entre nous, malgré nos pensées un peu hétéroclites des uns des autres. Et au bout du compte, et j'aimerais qu'on reparle aussi là-dessus du livre, quoi. Au fond, là, on dépose un livre, mais maintenant, il va falloir... voilà. Et maintenant ? Et qu'est-ce qu'on fait ? Ça, c'est voilà, une question. J'ajoute rien, mais simplement dire que
dans la trajectoire, s'est posé assez vite la question de finalement dans quelle histoire on se situe et comment on s'inscrit dans les luttes précédentes. Les luttes écologistes, des mouvements écologistes des années 80-90 qui ont permis de faire chuter des grands projets de barrages et qui ont lutté contre l'État pour que l'État finalement accepte une autre vision et lance en 94 le plan Loire Grandeur Nature. Donc ça, c'était quand même des éléments intéressants. Et très vite, on a essayé de se mettre en relation avec ce grand collectif des années 90 qui s'était un peu éparpillé, qu'on retrouvait dans SOS Loire Vivante, qu'on retrouvait beaucoup aussi chez Europe Écologie Les Verts, ou qu'on retrouvait dans des réseaux associatifs sur l'ensemble du bassin ligérien. Ils étaient encore présents et ils ont été très 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 longs à accepter, ils ont été très, très frileux et il a fallu plusieurs auditions, plusieurs essais pour que petit à petit on réussisse à créer un lien et que finalement il ne s'agissait pas d'un adoubement, mais qu'ils comprennent qu'on s'inscrivait bien et on reconnaissait finalement cette filiation sans aucun problème, mais qu'on était sur un tout autre champ qu'ils avaient du mal à saisir. Et c'est au fil des échanges, en particulier avec Gilles Deguet, avec des personnalités un peu fortes des mouvements écologistes ligériens, que ça s'est construit. Et maintenant, ce sont eux qui viennent nous demander où on en est, qui viennent s'inscrire dedans, qui viennent assumer finalement cette part d'héritage, et on en est assez content. En fait. Virginie Serna posait la question de « et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Quelle traduction concrète, enfin, ce livre, au fond, ce serait l'acte 1. Qu'est-ce qui se passe après ? Il y a une possibilité, c'est qu'on fasse la constituante grandeur nature. C'est-à-dire que moi, je suggère ce scénario de rêverie, c'est le jour où la Convention citoyenne pour le climat aurait décidé de s'émanciper de son mandat et aurait dit, en fait, finalement, on est un pays de grands constituants, enfin, il y a une ferveur constituante, on a une bonne histoire derrière nous, donc on sait faire, en fait. Donc ils auraient pu faire le serment du jeu de paume de l'Anthropocène en disant simplement que le mandat proposé par le président ne suffisait pas et qu'après tout un tas de réflexions, il s'érigeait en petits fragments de quelque chose qui institue autrement les choses. Après, donc ça, c'est la version française un peu avec panache, quoi. Après, il y a une version plus réformiste, et là, il y a une belle nouvelle qu'on a depuis hier. C'est une fois encore, le Conseil d'État a donné raison à différentes associations, notamment Notre Affaire à tous, avec lesquelles on a si joyeusement et fortement travaillé et qui ont joué un rôle considérable de conseil, d'accompagnement juridique tout au long du travail. Et le Conseil d'État a, disons, condamné l'État pour non-action en matière climatique. Donc on voit que progressivement, la hiérarchie des normes s'organise de telle façon que les limites planétaires ou les contraintes terrestres s'imposent à la souveraineté. Donc on voit déjà, en fait, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment la vue très... Et moi, je dis surtout ça. Je dis qu'en fait, on est en chemin. Mais c'est simplement que les représentations qu'on a des systèmes politiques ou de l'économie politique, elle n'a pas encore été travaillée assez par les imaginaires que ça crée. Donc, il y a un travail sur les imaginaires. C'est pour ça que chacun est invité à lire le livre. Enfin, Virginie a raison, quoi. Il faut revenir au livre et l'emmener ailleurs et le prolonger. À la fin, on amorce une constitution tout en disant tout est à reprendre. Chacun doit y apporter sa perspective, sa sensibilité. Le long de Loire, il y a des incidences. Je crois Maud Le Floch, qui dirige le pôle art et urbanisme, et sans qui rien n'aurait été possible, elle-même dit qu'il y a toute une logique des attachements, c'est-à-dire le peuple de Loire, des jeux dans les écoles, les gamins qui vont... Donc ça, c'est la dimension sociale, voilà. Puis après, il y a, en fait, moi, ce que j'espère, c'est que comme là, on a eu pas mal de coups de fil des maires de différentes villes. Et les maires, vous savez, quand il y a enfin surtout les maires parfois quand ils sont écolos, mais ils cherchent un peu le nouvel habit à la mode. Et donc s'ils le prennent comme un nouvel habit, voilà, on espère qu'ils le feront bien. Mais en tout cas, il peut y avoir une concurrence depuis les territoires en disant moi je veux être le premier. Donc la Garonne voudra être la première. Le Tavignano en Corse c'est déjà lancé. Ils ont fait leur déclaration des droits. Et il y aura peut-être un jour un juge qui voudra dire ah tiens, moi je veux rester dans l'histoire comme celui qui a donné la personnalité juridique au fleuve.
Donc ça peut, maintenant que tous les outils sont là, qu'on a fait le manuel de droit à venir, il n'y a plus qu'à... Enfin, il existe d'ailleurs par les travaux de beaucoup d'autres juristes plus pointus que nous, Victor David, on le cite, et puis tant d'autres, Marie-Angèle Hermite. Donc c'est en chemin, quoi. Il faut juste en fait l'accompagner par la pensée et se réjouir de toutes les discussions qu'on va avoir, y compris houleuses. Bon, je raconte. Est-ce que tu peux remettre l'image du silure? Parce que justement, pour continuer sur où nous en sommes et où en sont les institutions, il y a ce travail local des attachements, c'est-à-dire qu'on ne travaille plus de la même façon, on ne propose plus les mêmes relations, effectivement, dans nos activités quotidiennes d'institutions ancrées sur le fleuve, ça c'est une certitude. Mais il y a aussi des surprises, parfois bonnes. On a eu, par exemple, l'heureuse surprise d'accueillir... une personne qu'on ne s'attendait pas du tout à accueillir, en tout cas dans ce contexte-là, qui est la préfète de région, qui est aussi, région Centre-Val de Loire, qui est aussi la préfète du bassin, de l'ensemble du bassin hydrographique, donc 117 000 km², c'est un cinquième du territoire français, donc c'est elle qui gère ça. Donc c'est un personnage qui est très important, qui évidemment incarne l'État, et qui est venu nous rendre visite à l'occasion d'un festival de Loire à Orléans, et on lui a remis solennellement l'ouvrage enveloppé dans une peau de silure tannée. Alors, une peau de silure tannée, c'est-à-dire qu'on avait fait, le Polo avait organisé, lors des assemblées, on fait des expériences incroyables, mais dans ce grand élan qui est d'essayer de comprendre comment on peut effectivement tous cohabiter. Bon, le silure n'a pas eu de chance, il a fini en peau de tannée, mais c'est un mode de cohabitation comme un autre. Et donc on avait une spécialiste de la tannerie des peaux de poisson qui était venue de Suède, je crois, et qui a lancé un atelier. On a effectivement eu une peau de silure, il n'y en a qu'une. Et donc on avait enveloppé très précautionneusement l'ouvrage, qui se trouve ici, voilà, et on lui a remis un peu dans l'état dans lequel Virginie décrivait la sensation quand on parlait du Parlement dans nos propres institutions. C'est-à-dire qu'on n'était pas très fiers de nous, on était un peu inquiets de sa réaction. Et en fait, on a assisté à quelque chose d'assez extraordinaire. C'est-à-dire que l'institution, ce qu'elle incarnait, s'est complètement effondré, et on a vu la personne, en fait, on a vu la personne extrêmement émue de recevoir cette offrande. Nous, on était un peu émus aussi parce qu'on se dépossédait de la seule peau de silure qui avait été tannée. Et tout ça, non mais blague à part, il y avait beaucoup d'émotions. On était 4-5, les représentants des bateliers, Maud pour représenter un peu les assemblées, nous qui représentions aussi les auditions, l'équipe de la mission. Enfin voilà, il y avait une forte émotion et on ne s'attendait vraiment pas à voir finalement l'institution vaciller. Et on s'est dit, mais en fait, il y a cette dimension anthropologique, il y a cette dimension du sensible qui peut aussi faire bouger finalement ce socle institutionnel qui nous semble absolument immuable, absolument indéboulonnable. Il y a probablement d'autres, voilà, il y a probablement des interstices dans ces socles de marbre dans lesquels on peut infiltrer du sensible et on a eu le vague sentiment de le voir à ce moment-là. Parce que quand même, ce qui a été remis donc à la préfète coordinatrice du bassin, c'est donc cet ouvrage. Et si elle arrive jusqu'à la fin, et elle va le faire, parce que c'est vraiment quelqu'un de très intéressant, il y a quand même cet article 1. Bon, moi, je voudrais le voir marqué partout sur un t-shirt. Hein. Article 1, la représentation des entités naturelles est nécessaire. Article 2, la représentation des entités naturelles est possible. Et voyez, ça marche bien. Voilà, donc... Il faut que tu dises que c'est raturé en même temps. Alors, en même temps, voilà, effectivement, c'est à chaque fois raturé parce qu'on n'était pas d'accord sur la notion de représentation. Certains voulaient marquer article 1, l'incarnation des entités naturelles est nécessaire. Et d'autres, article 1, l'animation des entités naturelles est nécessaire. Donc on est, vous voyez bien, c'est quand même le seul livre raturé typologiquement que j'ai jamais vu. Donc on finit dans la rature, on finit en biffant tout, on finit en hésitant. Et alors que nous avions à peu près 72 articles, on n'en a là plus que 12. Et le mot de la fin, c'est quand même extraordinaire dans ce bouquin. Le mot de la fin, c'est « à reprendre ». Bon, bah donc, voilà. Donc, voilà. Mais pour vous dire qu'on est là assis, on pose les choses, mais on n'est pas du tout posé. On est complètement vulnérable, on est complètement fragile et on reste encore avec toutes ces inquiétudes, quoi.
Mais justement, en fait, cette question de la représentation ou de l'incarnation, voilà, elle n'est pas tranchée. Enfin, ça ouvre des mondes presque. Enfin. Je vois que l'heure tourne, donc je ne voudrais pas empiéter sur vos divers dîners, parce que aussi, c'est un autre dialogue que nous avons avec la Terre. Mais en tout cas, heureusement, et en fait, elle ne le sera pas, en fait. C'est-à-dire que il y a 1000 manières, en fait, de penser cette incarnation, représentation, / animation, / réanimation des entités terrestres. En fait, il y a... voilà, et voilà, je vous invite vraiment à, parce que et accessoirement aussi, vous savez, dans les livres, Virginie, je voudrais que tu dises un mot d'ailleurs du système de notes, parce que en fait, vous savez, dans les livres, moi j'ai tendance à penser que parfois le sort du monde se joue sur une note de bas de page. Il y en a d'autres, ils attendent un super héros. Moi, c'est un peu plus modeste, c'est de me dire, ah tiens, si cette note de bas de page est rédigée comme ça, là, ça va changer quelque chose. Donc, les notes de bas de page sont belles et répondent aussi, enfin, elles ne répondent pas aux questions, mais elles offrent tout l'arsenal, le spectre des possibilités d'incarnation et d'animation. Alors, au chapitre Les notes de bas de page, donc, effectivement, tu nous l'avais dit dès le départ, il y aura un appareil critique conséquent. C'était peu de le dire, puisque effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que parfois vous avez autant de notes de bas de page typographiquement parlant que le texte, mais que finalement, ce qui est passionnant, c'est que vous avez l'impression, vous lisez. Et puis, vous avez cette note, hop, qui vous embarque. En fait, vous partez en bibliothèque. Ça y est, on y est, tac, je rentre, j'ouvre la porte. Et alors là, il y a tout un tas d'ouvrages, pour ma part, qui m'étaient parfois assez inconnus. Et donc, là, on va en bibliothèque ou alors on va dans une grande aula où on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent à parler. Tu les fais parler à l'intérieur de ces notes de bas de page. Donc, on a là vraiment... une bibliothèque en fait qui est là et du coup le livre devient aussi manuel, pédagogie. Ah non, mais c'est passionnant, hein, vous devriez le lire. Non, mais je dis un mot et je pense parmi les mots de la fin, même si je voudrais pas être le dernier à dire un truc, mais c'est que la foi qui porte, c'est un sacré travail, tout ça, et collectif, encore une fois, la foi qu'il porte, c'est que, je parlais de manuel de droit à venir, c'est que le jour où vraiment ça rentre dans le débat public, il y aura beaucoup de gens qui vont s'opposer à ces transformations, et il fallait vraiment fonder en droit. Et je trouve que c'est ce qui est très émouvant, par ailleurs, dans les notes, c'est que vous n'avez peut-être pas lu toute l'anthropologie des dernières années, vous n'avez peut-être pas lu toutes les sciences de la nature, etc. Mais tout d'un coup, on voit comment ça converge, comment des différentes sciences, des différents horizons de l'éco-poétique, et je tenais, l'appareil de notes est co-écrit, même si il y a une petite touche finale, mais par des anthropologues, par des juristes, par des gens de l'éco-poétique, pour montrer à quel point tout ça converge, en fait. Mais la question étant, converge vers quoi? Et c'est là la vertu ou la pédagogie de la loi à venir, c'est tout est à reprendre, mais en mouvement vers une bascule assez profonde de la manière dont nous organisons les relations aux entités terrestres. Voilà. Merci à tous les trois et je vous invite vivement à lire ce livre absolument passionnant, Le fleuve qui voulait écrire, coédité par Manuela Éditions et Les liens qui libèrent, en vente dans le hall de la Maison de la Poésie. Merci à vous trois.